Bonsoir, chers compagnons de route, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Ravis que vous soyez avec nous pour cette rencontre virtuelle, mais nous l'espérons en tout cas agréable et conviviale tout de même, et surtout interactive, participative, puisque nous vous proposons de poser vos questions tout au long de cette rencontre en cliquant sur le bouton juste en haut à droite de votre écran. Nous ne manquerons pas d'y répondre, peut-être que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas nous essayerons. Alors, je suis ravie d'avoir à mes côtés Véronique Devise, notre nouvelle présidente nationale. Bonjour Véronique. Bonjour Karine. Alors, nous savons que vous êtes très occupée. Vous revenez tout juste du terrain à Marseille. Donc, merci d'être là à nos côtés. Je sais que beaucoup de nos compagnons de route étaient impatients de vous rencontrer. J'ai eu beaucoup de messages dans ce sens. Donc, je vais vous proposer dans un premier temps de vous présenter, de nous présenter votre parcours, et puis ensuite on aura tout un temps d'échange autour des questions de nos donateurs. Donc, dans un premier temps, peut-être, vous venez du champ social, vous avez été pendant longtemps assistante sociale, et il y a encore peu de temps, vous étiez en activité en tant que formatrice, je crois, à l'Institut régional du travail social de Lille. Tout à fait. Et puis vous êtes aussi engagée, vous avez été engagée bénévolement dans diverses associations et à l'Église aussi. Peut-être que vous pouvez nous parler de tout à fait. C'est tout un programme. Tout à fait. Donc, bonsoir à toutes et tous. Et puis, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, effectivement, je viens d'arriver à la présidence puisque j'ai été élue le 15 juin 2021, donc cette année. Et donc, je vais vous présenter un peu mon parcours. Donc, je suis donc mariée. Enfin, personnellement, je suis mariée. J'ai eu 4 enfants et j'ai actuellement 5 petits-enfants. J'habite donc près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Donc, je suis assistante de service social, effectivement, comme le dit Karine, de formation. C'est donc ma formation de base et donc tout de suite j'ai travaillé donc au conseil départemental du Nord. Donc j'ai démarré dans le Nord et donc là c'était donc sur la région du Valenciennois, donc près de Valenciennes, à Bouchain. Et donc j'ai découvert la très grande pauvreté en fait, puisque je ne l'ai pas, j'ai eu la chance de ne pas la connaître personnellement, mais je l'ai vraiment découvert dans le Valenciennois, dans une région qui a été durement touchée par la crise économique avec toutes les entreprises de sidérurgie notamment qui ont fermé à cette époque-là, donc avant, dans les années 80 et avant. Et donc, quand je suis arrivée en tant que jeune professionnelle, j'ai découvert l'impact de la crise économique sur les familles. Et donc des familles dont le papa, le mari est au chômage, et puis la spirale infernale, parfois, de l'alcoolisme, des familles qui se disloquent, des enfants qui ne s'y retrouvent pas, qui ont du mal à aller à l'école. Donc je découvre cette très grande pauvreté. Donc ça, c'est mon premier travail. Et puis après, le Valenciennois n'était pas ma région, donc je repostule sur un autre poste à Lille. Et donc là, c'est pour être responsable d'action sociale sur les Hauts-de-France, puisque ça correspond à cette région aujourd'hui, dans une caisse de retraite complémentaire. Et donc là, en fait, ça m'a passionnée puisque quand j'étais étudiante, j'étais bénévole aux Petits Frères des Pauvres. Donc j'aimais beaucoup ce contact avec les personnes âgées. Donc j'étais ravie de repartir sur ce champ-là. Donc pendant 10 ans, j'ai été responsable d'action sociale et là, j'ai été aussi passionnée car j'aimais beaucoup l'action collective, l'action institutionnelle et partenariale, et j'ai vraiment pu explorer ces champs-là, qui étaient plus, on était plus sur ces champs-là en caisse de retraite complémentaire. Et donc j'ai expérimenté de l'action collective intergénérationnelle où justement là c'était des retraités de l'aérospatiale, l'aéronautique, Renault, etc. Qui avaient bien souvent des départs en pré-retraite et donc nous les préparions à la retraite. Et pour ce faire, on proposait des actions collectives auprès des jeunes en apprentissage. Et ça, ça a été assez marquant dans mon parcours à ce moment-là, car en fait, je me suis rendu compte que les jeunes en apprentissage avaient essayé d'acquérir un savoir-faire, bien sûr, mais manquaient parfois de savoir-être aussi. Et donc, en fait, ces jeunes retraités de l'aérospatiale, c'est avec eux, leur transmettaient tout ça aussi, des valeurs, une façon de se présenter, une façon de parler, et il y avait vraiment un échange parce qu'à la fois ils transmettaient donc ce savoir-être là et ce savoir-faire bien sûr, et en contrepartie les jeunes
ouvrait ces jeunes retraités à autre chose, à une autre vie qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Parce qu'en fait, en général, ces salariés faisaient une carrière linéaire de 40 ans, voire plus, dans la même entreprise. Donc, assez protégés, finalement. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à des difficultés bien plus compliquées. Et donc, ça a été vraiment un échange d'une grande richesse et d'une réciprocité. Et donc ça, ce que je retiens, c'était vraiment une très belle expérience, entre autres, dans cette caisse de retraite complémentaire. Voilà. Et puis, après, je suis partie donc à l'hôpital. J'ai repris un travail d'assistante de service social, vraiment beaucoup plus classique, dans un hôpital pédiatrique. Donc voilà, ouais, donc grand écart. Hein. Ah oui, complètement. Et donc je repars donc auprès des familles, des enfants hospitalisés et gravement malades. Et donc là, j'accompagne plutôt les familles, puisque les enfants sont bien pris en charge, ils sont à l'hôpital, ils sont entourés des médecins, des infirmiers, etc. Mais les familles sont en souffrance. Souffrance de voir des enfants gravement malades, parfois qui décèdent. Et donc le service social est chargé d'accompagner les parents et de faire le lien entre les médecins et les parents. Parce que bien souvent, quand les médecins parlent aux parents, c'est parfois pas audible, tellement c'est bouleversant pour eux d'entendre ce qu'ils doivent entendre. Et donc, j'ai accompagné ces parents. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours été très satisfaite de mon travail. Et donc, je me suis dit, il faut que je reprenne une formation en soins palliatifs. Parce que quand les enfants sont en fin de vie, c'est une leçon, on approche la mort, mais c'est aussi une leçon de vie. Et ça nécessite de travailler déjà soi notre rapport à la mort, parce que qui est très lié à la vie. Mais à un moment donné, il faut faire ce travail-là personnellement pour pouvoir être vraiment disponible et accompagner ses parents qui souffrent. Et donc, j'ai repris une formation en soins palliatifs avec bonheur. Ça a été passionnant. Donc, et ça a été une grande leçon de vie, cette formation, finalement. Et donc, c'était dans les années 99-2000. Donc, ça m'a passionnée. Et puis, à cette époque-là, en fait, nous déménageons. Voilà, parce que mon mari change professionnellement d'emploi. Et donc, nous déménageons. Donc, je quitte finalement l'hôpital. Et donc, je fais cette formation. Et bon, je parlerai un peu de mon parcours de bénévolat après, parce que, en fait, cette formation va déboucher sur du bénévolat. Donc, mais je vais peut-être terminer rapidement ma carrière professionnelle pour après reparler donc de ce bénévolat. Donc après, donc j'ai mon quatrième enfant, on déménage et donc j'interviens dans le champ du handicap. Donc là, en fait, les IME, donc pour les enfants, les ESAT, donc c'est le travail pour les personnes handicapées, porteurs de handicap. Et donc, c'est tout un champ que je découvre avec bonheur, que je ne connais pas, mais que je découvre. Et là, bon, c'est plein d'autres questions qui arrivent. Mais voilà. Alors, ça se termine. Alors, non, je fais ça et j'ai oublié. J'ai travaillé aussi. J'étais responsable de 2 structures, une d'insertion professionnelle et l'autre d'aide à la personne. J'ai fait ça pendant, je vais dire, 1 an et demi. Après, j'ai arrêté car je n'étais plus en accord avec la présidente de l'association. Voilà, parce que je pense que c'est important d'être transparent et intègre, et c'était pas toujours le cas. Donc du coup, j'ai quitté. Mais j'ai été passionnée aussi par ce travail-là, parce que c'était vraiment soutenir des personnes qui étaient justement en emploi précaire, des aides à la personne, donc des personnes qui ont rarement des temps pleins, donc qui travaillent quelques heures par semaine, qui ont des petits salaires. Et vraiment, pour moi, c'était très important de les respecter et de respecter leur contrat de travail, de respecter leur salaire, etc. Et donc, c'est un petit peu là-dessus que je me suis accrochée. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de défendre ces personnes. Voilà, parce que je sais que c'était très difficile pour elles. C'était des métiers très fatigants, très difficiles. Donc, voilà un petit peu mon parcours professionnel. Donc, alors, pour terminer, oui, j'allais oublier. J'ai arrêté là au mois de juillet, mais pendant 15 ans, j'ai démarré il y a une petite quinzaine d'années, j'ai travaillé auprès des étudiants. Puisque en lien avec mon parcours professionnel et de bénévolat, j'ai vraiment eu envie de transmettre ce que j'avais appris professionnellement et aussi personnellement, et transmettre les valeurs qui m'ont animée tout au long de ma carrière. Et donc, j'étais en indépendant, mais je donnais beaucoup de cours, notamment en éthique et déontologie des métiers du travail social.
donc auprès des assistants de services sociaux, mais aussi les conseillères en économie sociale et familiale, les éducateurs, les moniteurs éducateurs, les aides à la personne, etc. Donc j'ai travaillé, je ne travaillais pas à temps plein, j'étais sur un mi-temps, ce qui me permettait justement d'aller aussi sur le champ du bénévolat. Voilà. Donc c'était relativement complet. Du coup, vous avez été confronté à des publics tout à fait différents, des situations différentes. Et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, tout tourne autour de l'être humain, de l'humanité et de ce que l'on veut promouvoir, défendre et puis accompagner toutes ces personnes qui souffrent, quelles que soient leurs difficultés, quoi. Est-ce qu'il y a des situations ou des personnes qui vous ont particulièrement marqué dans votre parcours ? Alors oui, alors je pense, alors là on va être dans le champ du bénévolat. D'accord. Parce qu'en fait, je pense que dans le champ du bénévolat, on prend plus le temps de la rencontre et de l'accompagnement, justement. C'est l'intérêt du bénévolat. Oui, et donc c'est bien, ça fait une bonne transition avec mon bénévolat, puisque j'ai envie de vous parler donc d'un monsieur qui s'appelle Antoine. Et Antoine, en fait, était en prison. Il était en centre de détention, il avait pris une peine au moins de 20 ans. Et en fait, lorsque j'ai fait ma formation en soins palliatifs, donc ça se savait un peu dans la ville où j'étais, et j'ai été sollicitée par une personne qui était visiteuse de prison, qui m'a demandé si je voulais bien écrire un livre auprès d'une personne. En fait, une personne souhaitait écrire un livre qui était, en fait, le sujet, c'était une demande de pardon auprès de sa famille. Et donc, une personne incarcérée, c'est ça ? Une personne incarcérée, tout à fait, en centre de détention, donc longue peine. Et donc, je ne connaissais pas du tout la détention, donc j'ai dit, pourquoi pas. Donc, j'ai accepté cet engagement avec donc cette personne qui m'a aidée. Et c'est important d'être deux, puisque en fait, il s'appelait Antoine. Et Antoine, en fait, il voulait demander pardon à sa famille, sauf que sa famille ne voulait plus lui parler. Et Antoine était en fin de vie. C'est pour ça que j'ai été sollicitée, en fait. Il n'avait plus que quelques mois à vivre. Et donc, il se rendait bien compte qu'il ne pourrait pas demander pardon à sa famille. Et donc, il voulait laisser une trace écrite. Donc, pendant plusieurs mois, j'ai rencontré Antoine presque toutes les semaines. Mais quand on est incarcéré, en fait, pendant autant de temps, en fait, la détention, on est dans sa cellule. On vous apporte des repas, on vous lave votre linge, donc vous n'avez quasiment plus de capacité d'agir. Donc vous êtes un peu dépendants des uns et des autres. Et je me dis finalement, avec un peu de recul, même le fait de parler, c'est une personne qui n'avait quasiment pas de visite ou pas de visite du tout, hormis peut-être ce visiteur de prison. Je pense que de parler, ça devait être compliqué, ça devenait aussi difficile peut-être pour lui. Et ça a été très compliqué au départ, je ne comprenais pas toujours ce qu'il me disait, donc j'écrivais, parce que je prenais des notes. Et puis la personne qui était avec moi prenait la machine. Et puis ce qui était donc retapé, je relisais la fois d'après à Antoine. Et Antoine me disait non, c'est pas ça que je veux dire. Donc il corrigeait, il se rendait bien compte que c'était pas clair. Et un petit peu à la fois, en fait, sa pensée s'est éclaircie au fil des séances. Et finalement, au bout de quelques mois, on a vraiment pu faire ce livre. Nous l'avons imprimé en plusieurs exemplaires et en fait Antoine est sorti. Il a bénéficié de la loi Papon, qui est une loi en fait qui dit que les détenus arrivant en fin de vie peuvent terminer leur vie à l'extérieur. Et là, il y a une personne qui était prête à l'accueillir. Donc, il a fini sa vie donc, du côté de Lille. En fait, c'était une personne qui habitait dans la métropole lilloise. Et je suis allée lui donner ses livres à Lille. On s'était donné rendez-vous dans un café à Lille et nous avons donc échangé et je lui ai remis ses livres. Il était très très heureux. Et donc, ça a été un bel accompagnement. Donc, et ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Voilà, donc ça a été ma première action de bénévole. Oui. Qui en a entraîné d'autres, du coup. Oui. Si j'ai bien compris. Oui. Alors, qui en a entraîné d'autres, puisqu'après, une fois qu'Antoine est parti et décédé, les visiteurs de prison m'ont demandé si je voulais bien les rejoindre. Donc j'ai dit oui, très bien. Donc j'ai été pendant 2 ans visiteur de prison dans ce centre de détention. Et puis, parallèlement, une autre personne m'a sollicité comme,
J'ai été sollicitée même 2 fois, en fait, pour monter un groupe de parole pour des personnes en longue maladie, là aussi incurables. Donc pendant plusieurs années, j'ai accompagné des personnes en fin de vie, mais il y a certaines qui sont décédées, mais qui étaient vraiment sur des maladies incurables. Et puis après, j'ai été sollicitée par une autre personne pour animer un groupe de parents en difficulté éducative et aussi en précarité. Donc c'était compliqué pour eux d'élever leurs enfants, ils avaient beaucoup de difficultés et donc j'animais ce groupe avec eux. On réfléchissait ensemble comment on pouvait se sortir de certaines situations difficiles avec les jeunes. Et puis en fait, de fil en aiguille, la personne qui m'avait appelée sur ce groupe m'a demandé si j'acceptais de faire rentrer ce groupe au Secours catholique. Donc du coup, je ne connaissais absolument pas l'association. Bon, j'ai dit pourquoi pas, hein. Moi je suis chrétienne, je suis engagée aussi dans l'église par ailleurs, donc je lui dis, écoute, oui, pas de souci, si tu penses que c'est bien, je suis. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée au Secours catholique, par cette action collective auprès des parents en difficulté éducative. Voilà. Et vous ne vous êtes pas arrêtée là, puisque vous avez eu d'autres engagements au sein du Secours catholique. Oui, je ne savais pas où ça allait me mener. Oui, tout à fait. Donc, du coup, j'arrive donc au Secours catholique par ce biais-là. Et puis, cette personne, en fait, était responsable d'équipe, donc dans cette petite ville où j'habitais aussi. Et donc, elle partait. Donc elle me dit, Véronique, est-ce que tu veux bien reprendre la responsabilité de la petite équipe? Alors je lui dis, écoute, si tu veux, oui, pas de problème. Donc elle s'en va et je reprends donc l'activité et la responsabilité de l'équipe. Donc il y avait une permanence d'accueil, il y avait quelques activités, donc on animait ça ensemble avec plaisir. Et donc je fais ça pendant quelques années. Et puis à notre tour, nous déménageons, nous rapprochons d'Arras, et donc là je dis, je vais quitter, donc je dois quitter cette petite équipe. Donc nous déménageons et puis je connaissais bien le délégué de la délégation du Pas-de-Calais. Donc, et puis je lui dis, il s'appelait Michael, je dis Michael, écoute, je dois quitter cette petite équipe, mais s'il y a quelque chose que je puisse faire pour rendre service dans la délégation, je ferai bien volontiers. Et donc là, Michael, le délégué, me dit, écoute Véronique, on est en train de créer des territoires, donc ce qu'on appelle les équipes d'animation territoriale. Hein, donc on découpe les diocèses en plusieurs territoires qu'il faut animer. Et donc là, c'était le territoire d'Arras, qui est assez large quand même, il fait à peu près 20 km autour d'Arras. Il me dit, on recherche une responsable, un référent de territoire. C'était tout nouveau, ça venait de se créer, ça se lançait. Donc je dis, écoute, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave, j'accepte la mission. Donc je deviens responsable de territoire. Avec plaisir, je découvre ce qu'est le Secours catholique. En fait, je connaissais très peu, donc je découvre un peu le Secours catholique avec plaisir. Et donc j'anime ce territoire avec une animatrice de territoire. C'est vraiment le début, c'était 2008, donc c'était vraiment le début. Et puis, parallèlement, je vais un peu à Calais. Donc, forcément, quand on est bénévole dans le Pas-de-Calais, on ne peut pas être indifférent sur la question des exilés à Calais. Donc, je vais une fois de temps en temps à Calais. J'aimais bien aller parler avec ces femmes, en fait, les femmes exilées pour lesquelles c'était particulièrement difficile. C'est une population particulièrement fragile, des femmes avec des enfants, etc. Il y a déjà 10-15 ans, c'était problématique. Donc, une fois de temps en temps, je vais à Calais dépanner. Enfin, pas dépanner, comme bénévole. Et puis, en fait, le délégué me demande d'animer une formation pour les bénévoles, puisque je suis dans la formation des travailleurs sociaux en parallèle. Donc, du coup, j'anime une petite formation pour les bénévoles qui vont à Calais, parce que c'est difficile. Et puis, au bout d'1 an ou 2, le délégué me demande si j'accepterais donc de prendre la présidence de la délégation du Pas-de-Calais, puisque le président qui me précédait était gravement malade, donc il ne pouvait plus venir. Donc là, je réfléchis un peu. Je ne dis pas oui tout de suite, parce que je sais que c'est une délégation qui est très très lourde, puisque le Pas-de-Calais, il y a Calais, et il y a aussi toute la pauvreté du Pas-de-Calais, du Nord. Il y a énormément de pauvreté. Donc je sais que c'est quand même un gros engagement. Je réfléchis, puis je dis j'accepte cette mission. Et donc je signe mon mandat début de 2010. Donc en 2010, je suis présidente du Secours catholique du Pas-de-Calais, et on me demande d'intégrer le conseil d'administration en 2012.
Donc, conseil d'administration 2012 jusqu'à 2016, je serai au conseil d'administration du Secours catholique également. D'accord. Voilà un petit peu mon parcours. Parcours riche. Oui. Pour toucher différents publics. En fait, vous étiez destinée à finir présidente nationale. Finalement, c'est très conforme à l'action même du Secours catholique, finalement, qui touche à toutes les pauvretés et aux différents publics. Oui, c'est assez représentatif de l'activité du Secours catholique, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça a amené à la présidence nationale, puisqu'on ne choisit pas non plus. Non. On ne postule pas à la présidence du Secours catholique, mais on est appelé, puisque nous sommes un service d'église et nous sommes appelés. Donc, j'ai été appelée en début d'année par le comité de nomination qui m'a demandé si j'accepterais donc de candidater. Donc là, c'est pareil, il faut aussi réfléchir, c'est quand même un engagement qui est prenant, qui est engageant, qui a nécessité des choix pour moi aussi. Et donc, voilà, j'ai accepté de répondre à cet appel, parce que c'est vraiment un appel. Et du coup, j'ai accepté aussi, puisque aujourd'hui je suis ici, j'avais dit aussi que j'arrêterais mon activité professionnelle, parce que voilà, je n'ai pas complètement terminé ma carrière professionnelle, mais j'ai décidé donc d'arrêter pour vraiment être totalement disponible à l'association et au service des plus pauvres. Voilà. Et quelles ont été vos motivations tout au long, quelles valeurs vous ont motivé tout au long de votre parcours et jusqu'à aujourd'hui? Alors, la première valeur, c'est je sais pas si c'est une valeur, mais c'est vraiment de lutter contre la pauvreté, les inégalités, la justice sociale, bien sûr. Ça, c'est une valeur qui est pour moi essentielle. Ce que j'ai découvert grâce au Secours catholique, une valeur qui est très importante, c'est le respect de la dignité humaine. Et ça, ce qui m'a vraiment motivée, c'est bien sûr ce que j'ai vécu et ce que j'ai découvert à Calais. On ne peut pas imaginer ce qui se vit à Calais, dans un pays comme le nôtre, 5e puissance économique mondiale, de se dire mais comment c'est possible que des hommes, des femmes et des enfants vivent dans de telles conditions. Et forcément, je pense que si j'ai donné autant de cours sur l'éthique et la déontologie dans les métiers du social, ça s'enracine dans ces engagements-là. Ça, c'est sûr. Oui, donc c'est certainement des valeurs. Et j'ajouterais, parce qu'on est au Secours catholique, c'est aussi la spiritualité. En fait, je ne vous ai pas parlé. Quand j'ai terminé ma présidence du Pas-de-Calais, je voulais m'engager dans une petite association qui s'appelle Pierre d'Angle. Et Pierre d'Angle, c'est une association qui a été créée par des volontaires d'ATD Quart Monde, qui justement ne pouvaient pas répondre à la spiritualité des pauvres, puisque ATD est laïque, ce qui n'est pas le cas du Secours catholique. Et donc pendant 6 ans, les 6 dernières années, 2016 à 2021, j'ai animé plusieurs groupes Pierre d'Angle. Donc ce sont des personnes en situation de pauvreté, très grande pauvreté, qui n'iront pas à l'église ou qui ne sont pas accueillies dans les églises, et donc qui vivent leur spiritualité au sein de fraternité de la Pierre d'Angle. Et ce qui m'anime au Secours catholique, c'est ça aussi, c'est de pouvoir répondre à la spiritualité des pauvres, parce qu'ils ont autant cette soif de spiritualité et auquel personne ne peut vraiment répondre. Et donc on a, je pense, cette vocation-là aussi à répondre, et cette légitimité en tant que Secours catholique pour le faire. Voilà. Merci. Peut-être avant de prendre les questions de nos donateurs, je vous rappelle que vous pouvez, en cliquant juste sur votre écran à droite, nous poser vos questions surtout à Véronique Devise. Auparavant, peut-être vous pourriez nous dire un peu vos grandes orientations pour le Secours catholique, les lignes directrices, vers quoi vous avez envie de nous emmener. D'accord. Alors, comme je viens de vous le dire, ce qui m'anime et ce qui continuera de m'animer, mais de toute façon, c'est l'orientation du Secours catholique, c'est de lutter contre la pauvreté, donc sous toutes ses formes. Les causes, lutter aussi contre les causes, ce qui nous amène à ces pauvretés, parce que ça c'est très important, on peut aider mais ça ne suffit pas. Il faut lutter contre les causes et surtout avec et à partir des pauvres. Et ça, pour moi, c'est très important parce que, on le voyait à Marseille encore ce matin dans le rapport du collectif Alerte, la pauvreté a diminué pendant un certain temps. Et puis, finalement, aujourd'hui, elle remonte un peu, elle stagne, mais elle ne diminue plus. Et donc, je me dis que si on veut vraiment combattre la pauvreté sous toutes ses formes, il faut le faire aussi avec les personnes. Elles ont cette légitimité puisqu'elles connaissent la pauvreté. Elles savent très bien ce qui les fait souffrir et comment on peut s'en relever.
Et donc, écoutons-les et essayons avec elles de combattre cette pauvreté, pour plus d'égalité et plus de justice sociale dans notre pays et dans le monde, puisque le Secours catholique est engagé, bien sûr, à l'international aussi. Voilà. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'est la première orientation, c'est lutter contre les pauvretés. Alors, ce qui est important aussi, c'est la fraternité. Donc, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être fraternel si on ne lutte pas contre les pauvretés. Mais effectivement, la fraternité, c'est important. Et d'ailleurs, une personne ce matin à Marseille redonnait une personne donc, qui était migrante, ça fait des années qu'elle est en France, elle n'a pas été régularisée. Et elle disait, mais la République française a ces 3 valeurs qu'elle défend, et elle mettait en premier la fraternité. Elle a commencé par celui-là, et c'est pas anodin. Je pense que pour les personnes en situation de pauvreté, de pouvoir vivre cette fraternité dans un monde ou une société qui les exclut bien souvent, c'est essentiel. Et ça donne un sens à leur vie et ça donne un sens à nous aussi, à notre engagement. Et cette fraternité, ce que je défends aussi, c'est qu'elle doit être dans notre société, elle doit être aussi dans notre association. Il faut qu'on soit en cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et donc, la fraternité, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, mais qui se construit. On le voit bien entre frères, dans une famille, c'est pas toujours facile. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler en permanence. Donc, voilà. Et puis après, dans mes orientations, bien sûr, ce que j'ai donné un petit peu là pour démarrer là en septembre à Lourdes, c'est aussi donc la spiritualité. Je viens d'en parler. Donc toute l'importance de la spiritualité donc auprès des pauvres. Et le 3e point ou 4e, l'écologie. Parce que voilà, le pape François avec Laudato Si nous donne une direction, nous donne les moyens et l'envie d'aller plus loin pour le respect de la planète. Et ce que dit le pape François, entendre le cri des pauvres, et le cri de la terre. Voilà, et ça c'est aussi, ça nous oblige, et nous d'abord personnellement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour respecter un peu cette planète, déjà nous à notre niveau et au niveau associatif, bien sûr aussi, donc collectif. Tout à fait. Merci. Nous allons peut-être commencer à prendre une première question. Donc nous avons une question de Vincent. Qui donc nous dit: le Secours catholique est la plus importante association caritative catholique. N'est-il pas légitime et n'a-t-il pas vocation à porter l'enseignement social de l'Église dans le débat public, au-delà des actions concrètes auprès des plus démunis? Oui, alors c'est juste. Je pense qu'on est pétri de la doctrine sociale de l'Église. L'option préférentielle pour les pauvres, par exemple, mais c'est dans le combat que nous menons au Secours catholique, bien sûr, que nous sommes en phase et que nous inspirons régulièrement de la doctrine sociale de l'Église, bien sûr. Après, le principe de subsidiarité, donc les capacités de pouvoir d'agir des personnes, de leur respecter justement, croire en la personne, en l'humain, qui va pouvoir lui solliciter ses ressources et ses capacités pour s'en sortir, de ne pas faire à la place, mais avec eux, à partir d'eux. Enfin, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je pense que le Secours catholique est très très vigilant et il est très très proche de la doctrine sociale de l'Église. Alors on peut toujours la reprendre, bien sûr. Mais ce sont des textes qui nous parlent et que nous avons envie de vivre dans notre association, ça c'est sûr. Oui. Et une autre question de Jean. Vous avez vu les deux côtés, action sociale publique et action sociale associative. Comment s'articulent-elles? Sont-elles complémentaires? Oui, alors elles sont complémentaires. Et là, de fait, j'ai envie de faire un lien avec ce que nous avons échangé ce matin au niveau de l'ultra-précarité à Marseille, puisqu'en fait, c'était beaucoup d'associations qui étaient présentes. Donc effectivement, le secteur associatif est fort proche des personnes exclues. Et c'est important, parce que c'est ce qui permet d'avoir un lien avec les personnes en exclusion. Et donc, que ce soit le Secours catholique, que ce soit... il y a plein d'associations, il n'y a pas que nous, bien sûr, on n'est pas tous service d'église, d'ailleurs, et heureusement. Ça nous permet d'être proches, d'aller vers les personnes, d'aller à leur rencontre, de prendre du temps. Le Secours catholique parle aussi d'accompagnement. Moi, c'est ici que j'ai découvert l'accompagnement des personnes, et c'est essentiel pour les remettre debout. Au niveau des services sociaux, je trouve que, comment dire les choses, on devrait être beaucoup plus en articulation.
parce que le secteur associatif a des moyens. Mais les services publics, les pouvoirs publics ont bien plus de moyens que nous, et c'est normal, mais eux, ils sont davantage sur des logiques de guichet. Et à un moment donné, la société évolue. Ces logiques de guichet, elles ont peut-être rendu leur office à un moment donné, mais aujourd'hui, avec toutes ces populations qui se précarisent, qui se marginalisent, je pense que ce serait important d'être beaucoup plus à l'écoute les uns des autres, et notamment ces services sociaux, enfin, ces politiques publiques, être à l'écoute de ce que disent les associations sur ce qui se passe sur le terrain. Car malheureusement, et moi ça je l'ai vu dans mon engagement dans le Pas-de-Calais, il y a des personnes qui disent moi je ne vais plus dans les services sociaux, j'ai été mal accueillie et donc je n'irai plus. Et donc nous, on accueille ces personnes justement à travers une activité conviviale, un peu de fraternité. Elles y viennent d'abord pour ça, et puis de fil en aiguille, on peut les aider. Et donc on fait un parcours avec elles. Et parfois on arrive à leur dire mais là ça vaut la peine de retourner au service social, vous allez avoir des aides, vous allez avoir peut-être des champs qui vont s'ouvrir pour vous que nous on ne peut pas vous ouvrir. Donc c'est complémentaire, mais je pense qu'il faudrait qu'on se rapproche davantage des services publics pour vraiment éradiquer, combattre la pauvreté ensemble, quoi. Parce que nous, tout seul, on n'y arrivera pas non plus, de toute façon. C'est ensemble. Tout à fait. Oui. Merci. On va prendre une autre question. N'hésitez pas à continuer à nous en envoyer. La crise a-t-elle eu un effet sur le bénévolat? Une question de Rémi. Oui, alors là, il parle de la crise sanitaire, j'imagine, la dernière, puisqu'on a beaucoup parlé des crises qui ont vraiment précarisé une partie de la population depuis vraiment quasiment une décennie. Sur le bénévolat, effectivement, ça a renouvelé un peu notre bénévolat, puisque nous, au Secours catholique, nous avons un bénévolat quand même qui vieillit, puisqu'nous sommes une vieille association qui a 70-75 ans cette année, au mois de septembre, et donc avec des bénévoles qui vieillissent. Et donc la crise sanitaire les a empêchés de pouvoir accéder à leur bénévolat puisqu'elles devaient se protéger. Et donc, mais par contre, nous avons vu arriver des jeunes, des étudiants qui étaient aussi sans cours, donc qui avaient aussi de la disponibilité, qui avaient envie de rendre service et d'être solidaires de la société, où on a eu aussi des gens qui travaillaient et qui ont eu envie d'être solidaires également. Donc effectivement, on a eu un nouveau bénévolat, de nouvelles personnes qui sont venues et on les a accueillis avec plaisir, bien sûr. Alors maintenant, les activités professionnelles reprennent. C'est vrai qu'on espère qu'elles continueront de venir nous aider. Mais après, chacun est libre et on verra comment ça pourra évoluer. Mais effectivement, ça a renouvelé une partie du bénévolat. Oui. Oui, tout à fait. Il y a eu un élan pendant les confinements successifs des jeunes. Oui, et des générosité, quoi, vraiment. Ah oui, vraiment. Ouais. Et c'est là où on voit que notre société, elle est vraiment solidaire. En général, on est plutôt généreux en France. Oui. Et oui, que ce soit en bénévolat ou en don, d'ailleurs. Je trouve que les gens ont été aussi très généreux dans le secteur de la solidarité. Tout à fait. Oui, oui. Et voilà, et je les en remercie. Vraiment. Ouais. Ce qui nous permet d'agir. Et notre question d'Étienne. Pourriez-vous préciser le rôle que doit tenir le Secours catholique en matière d'écologie, qui n'est pas son premier champ d'action? C'est juste. Vraie question. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas notre premier champ d'action, même si l'écologie touche aussi aux peuples les plus pauvres. Et du coup, ça nous interpelle à ce niveau-là, parce que bien souvent, ce sont les pauvres qui en paient le prix fort. Ce sont les premières victimes. Oui, donc ça, je me sens, et nous sentons très concernés par rapport à ça, parce que les populations les plus pauvres, c'est celles aussi qui ont le moins de capacité pour réagir. Donc ça, on a un devoir vis-à-vis d'elles. C'est la première chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'écologie, effectivement, ce n'est pas notre premier champ d'action, mais ça nécessite, si on veut combattre les injustices, de se remettre en question personnellement. Et c'est l'interpellation que je fais dans notre réseau, puisque nous avons plus de 61 000 bénévoles, 900 salariés. Ça fait déjà pas mal de personnes. Si déjà on a 60 000 personnes qui acceptent de se déplacer intellectuellement en disant je vais me gêner pour que la planète aille mieux. Bon, moi, je l'ai vu dans mon entourage, quand on décide de faire des choix pour préserver la planète, en fait, ça interroge les personnes avec qui on vit. Et ça les fait aussi bouger. Et donc, c'est plus 60 000, mais c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois.
ce nombre-là, hein, quand on commence à interpeller par la façon dont nous, on change notre mode de vie. Des petites choses, hein, c'est pas grand-chose, hein, ça peut être voilà, prendre son vélo plutôt que la voiture quand on fait des petits parcours, ça peut être éviter de consommer, changer sa consommation, regarder ce que l'on consomme. Hein, voilà, de où ça provient, que ce soit alimentaire ou non. C'est un tas de petits gestes comme ça qui réinterrogent. Et je le dis d'autant plus que moi aussi j'ai été réinterrogée, même si j'ai essayé de faire un peu attention, par mes propres enfants. Hein, parce que les jeunes aussi se sentent très concernés par l'écologie et du coup ça nous interroge aussi. Donc ça c'est vraiment le premier pas que je souhaiterais que chacun puisse faire dans notre association. Et le deuxième, c'est nous sommes une grosse association, on peut aussi réfléchir à la façon dont on peut préserver la planète, nous, en tant qu'association. Donc dans nos façons de faire, à l'interne, dans nos services, dans les vis-à-vis des personnes, enfin du service du réseau bénévole et salariés. Hein, je pense qu'on peut largement améliorer aussi nos façons de faire. Voilà, et c'est un cercle vertueux, je pense. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, les personnes en précarité sont vraiment les premières victimes du réchauffement climatique ou des difficultés en termes d'écologie, à la fois à l'international, on voit ce qui se passe au Bangladesh. Tout à fait. C'est vrai aussi en France, la précarité énergétique qui touche d'abord les ménages les plus pauvres. Les plus pauvres, oui, sur les logements, tout à fait. Et on ne peut pas demander aux pauvres de faire ce pas de côté d'abord parce que ça peut être coûteux. Et nous, on peut le faire et eux le feront peut-être dans un deuxième temps. Voilà, voilà. Une question de Claire qui rejoint votre région. Que pensez-vous de la grève de la faim entamée par des bénévoles à Calais ? Effectivement, une grève de la faim... Alors effectivement, il y a une grève de la faim qui a démarré avec c'est l'aumônier en fait de la délégation du Secours catholique donc du Pas-de-Calais, donc Philippe de Mester, avec 2 bénévoles qui ne sont pas du Secours catholique mais qui se sont donc associés pour faire cette grève. Alors bien sûr, je comprends. Pour moi, c'est un peu un acte désespéré. On ne sait pas quoi faire pour que ça change. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des exilés à Calais et ça fait 20 ans que ces exilés, quelque part, sont niés. Hein. On a tellement peur, les pouvoirs publics ont tellement peur de faire un appel d'air. On parle souvent d'appel d'air si on améliore la qualité de vie de ces exilés, que du coup on ne les accueille pas. On fait comme s'ils n'existaient pas. Et donc... leurs besoins primaires ne sont absolument pas satisfaits. Enfin, manger, boire, dormir, être en sécurité, un toit la nuit, ça, il n'y a rien. Et donc, depuis 20 ans, on nie le problème, on ne règle pas ce problème. Et donc, c'est révoltant. Et chaque année, c'est révoltant, cette situation. Et donc... Actuellement, en fait, la difficulté actuelle, c'est qu'il y a moins... Alors, il y a eu la jungle dans les années 2014, 2015, 2016, ça a été un autre problème. Mais là, en fait, ils sont, je ne sais pas, peut-être 1000. On les nie, on les rend invisibles et donc on les chasse, on les expulse systématiquement des endroits où ils vont s'installer quelques jours. Et donc quasiment tous les 2 jours, voire parfois tous les jours, il y a des expulsions un peu brutales de ces camps. Donc c'est des personnes qui vivent dans des bosquets, qui vivent dehors comme des bêtes, des animaux. Enfin, c'est juste pas possible. Et donc on les expulse, donc ils n'ont jamais d'endroit. On met toutes leurs affaires à la benne. Ils ont déjà pas grand-chose, donc un sac de couchage, ça va être un sac à dos avec un change. Enfin, ils ont quasiment rien. Et s'ils laissent leurs affaires, tout est mis à la benne, donc ils ne retrouvent plus rien. Et donc ça, c'est juste inacceptable. Le problème, c'est que nous, le Secours catholique, on est une grosse association, donc les bénévoles se succèdent, on va dire, ce qui permet d'avoir une présence en continu depuis quasiment 20 ans à Calais et sur le littoral. Mais c'est épuisant. C'est absolument épuisant ce travail humanitaire sur la santé. Il y a eu le Covid. Je pense pas. Je sais pas trop ce qui a été fait au niveau de la vaccination, mais c'est des personnes qu'on ne soigne pas. Au-delà même de la vaccination. Il y a forcément un peu de bobologie. Il peut y avoir des problèmes psychologiques, psychiatriques liés à la migration. Ils vivent des choses excessivement difficiles tout au long de leur parcours. Donc ça, c'est pas pris en compte non plus. Ils demandent l'asile. Pour certains, ils sont à la rue quand même, alors que l'État a obligation
l'obligation de les loger. Donc c'est proprement scandaleux, quoi. Et même la distribution alimentaire qui est assurée par des associations, puisque l'État ne l'assure pas non plus, qu'on nous donne des lieux, qu'on ait des lieux dignes pour proposer un repas, quoi, à ces personnes, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc c'est inacceptable, quoi. C'est juste pas possible. Et donc je pense que Philippe, cet aumônier, lors du décès de Yasser, en fait, qui s'est fait écraser, en fait, ce qui s'est passé. Donc Yasser, ce jeune de 20 ans, qui ne peut plus, en fait, actuellement, la frontière franco-britannique est tellement surveillée que le passage depuis quelques mois, c'était par des petits bateaux, des petites embarcations qui partaient donc du littoral et qui partaient donc en Angleterre, avec tous les risques qu'ils prenaient pour traverser la Manche, parce que c'est une vraie autoroute. Il y a énormément de bateaux sur cette mer. Et donc, c'était leur moyen de passage, sauf qu'ils ont accentué la surveillance au niveau du littoral. Donc, les exilés retentent l'aventure par la route. Donc ce jeune, en fait, essayait d'accrocher à un camion, puisque c'est, je pense, entre 4 et 5 000 camions jour qui passent par le port de Calais. Donc c'est énorme, c'est vraiment un très gros trafic. Et donc ils essayent d'accrocher un camion. Et les camions, quand ils se rendent compte qu'il y a un exilé qui est sur leur camion, ils font tout pour que le jeune lâche prise. Donc voilà, et il est tombé et il s'est fait écraser par un autre camion, en fait, donc sur la voie. Donc là, du coup, ça a été dramatique. Et je pense, du coup, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Il y a un moment donné de désespérance, et Philippe s'est dit, je me mets en grève de la faim, quoi. Et nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que les pouvoirs publics réagissent et qu'on puisse trouver un début de solution, au moins pour répondre aux droits fondamentaux des personnes, quoi. Mais bon, voilà, c'est le début. Merci. Une question de Dominique. Le Secours catholique a publié un rapport sur les prisons en début de semaine. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Alors, le rapport des prisons, effectivement, en fait, le constat qui est fait dans ce rapport. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, il a été coécrit, co-construit avec Emmaüs France. Donc, voilà, Secours catholique Emmaüs, parce qu'Emmaüs est très engagé aussi au niveau des prisons. Il a été construit à partir de la parole des détenus. Donc, pour nous, ça, c'est important de repartir de la parole des détenus, de leur vécu, de ce qu'ils veulent nous dire, de ce qu'ils ont vécu et de comment on peut essayer de faire bouger les choses. En fait, le constat que nous avons fait au niveau du rapport prison, c'est que majoritairement, ce sont les pauvres qui sont incarcérés. Puisque c'est la moitié donc, des personnes qui entrent en prison, ce sont les pauvres, et que la prison accentue la pauvreté. C'est-à-dire que majoritairement, les personnes qui rentrent en prison n'ont pas d'emploi, ont très peu, voire pas du tout de formation. Je crois que c'est 25 ou 30% des détenus qui entrent n'ont aucune formation. Donc il y a beaucoup de pauvreté. 25%, je crois, n'ont pas de ressources en arrivant. Donc forcément, c'est des personnes qui sont obligées de trouver d'autres façons de vivre. Et la prison, malheureusement, ne propose pas d'emploi, de travail pour tout le monde. Il y en a très peu, il n'y en a pas assez. Donc, c'est pas très bien rémunéré, mais il y a peut-être un quart des personnes qui travaillent en prison. Donc, ça veut dire que les 3/4 ne travaillent pas. Donc, ça les appauvrit et on propose très peu de formation professionnels. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est justement de les former, de les aider pour qu'à la sortie de la prison, ils puissent travailler et avoir une vie comme les autres. Sauf que là, non seulement ils rentrent avec rien, mais quand ils sortent, non seulement ils n'ont pas eu... comme je le disais tout à l'heure, on fait tout pour eux, donc leur capacité d'agir, on la sollicite absolument pas. Donc là non plus, on ne respecte pas la dignité humaine quand on fait tout à la place des personnes, et puis eux sont là et ils attendent. Et quand ils sortent, ils ont aussi la case prison dans leur CV, quoi. Donc ça, c'est juste pas possible de retrouver un emploi, même s'ils le souhaitaient. Donc voilà un petit peu sur quoi on alerte. Je crois que c'est ce qui ressort vraiment de ce rapport et des questionnaires qui ont été envoyés, c'est ce désir d'activité et d'emploi de la part des détenus, en fait. Mais bien sûr, parce que c'est par l'emploi qu'on se relève et qu'on reprend sa vie en main, de pouvoir être indépendant, quoi. Et donc quelque part, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de récidives.
Le but de la manœuvre, alors effectivement, en prison, il y a des personnes qui sont dangereuses pour la société, et ça, on est d'accord. Je ne parle pas de ces personnes-là, mais la majorité des personnes, enfin nous, ceux qu'on rencontre, puisqu'on les rencontre, et moi je les ai rencontrées, elles ne sont pas dangereuses. Je crois que 70% des détenus sont des personnes qui ont été condamnées pour des délits, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on va dire à 30%, bon, on ne va pas parler de celle-là, mais même s'il y en avait la moitié, ça coûte très cher, la prison à la société. Créer une place de prison, c'est 300 000 €. Donc, c'est énorme. Je ne compte pas le fonctionnement. Donc, il faut rajouter le fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Quelqu'un a commis un délit, il est normal qu'il paye. Et il le dit lui-même, c'est normal que j'indemnise les familles, les victimes, etc. Mais à un moment donné, on a tous intérêt à ce que la personne se réinsère dans notre société. Sauf que la prison, c'est tout sauf ça. C'est le contraire. Et donc, à un moment donné, ce qu'on dit, nous, et Emmaüs avec nous, c'est qu'il faut développer des solutions alternatives pour éviter justement cette case prison qui va permettre vraiment aux personnes de comprendre, enfin de réaliser, d'indemniser et puis d'essayer de reprendre un nouveau départ dans la vie, quoi. Et par exemple, Emmaüs expérimente des fermes pédagogiques. Nous, au Secours catholique, on a accueilli des personnes qui faisaient des tiges, des travaux d'intérêt généraux, par exemple, où on a aussi proposé des conventions avec la prison pour accompagner des détenus qui sont en milieu ou en fin de peine, pour les réinsérer dans la société. Parce que le problème des prisons, c'est que les services d'insertion et de probation, donc on va dire les services sociaux, des prisons n'ont pas le temps de faire ce travail de réinsertion. Donc moi j'ai vu de mes yeux là où j'étais, quand j'étais engagée comme visiteuse de prison, des gens sortir de la prison après autant d'années d'incarcération avec leurs valises. À la sortie de la prison, il y a pas de train, il n'y avait rien, ils se retrouvent voilà comme ça. Si c'est pas préparé, on ne peut que récidiver. Que voulez-vous faire ? Quand on a été plusieurs années coupé de la société, une société qui a continué d'évoluer, enfin on le voit bien sur le numérique, sur tout ça, les personnes sont complètement déconnectées des réalités d'aujourd'hui. Donc c'est compliqué, c'est très difficile aussi. Tout à fait. Oui. Une question d'Agnès maintenant qui nous parle de l'intégration des personnes précaires. Vous avez dit que le Secours catholique essayait d'intégrer des personnes précaires dans son fonctionnement. Comment cela se passe-t-il ? Quelles sont les inévitables difficultés rencontrées ? Alors ça, c'est tout un programme. Effectivement, les personnes qui ont connu ou qui connaissent la précarité, nous, on sollicite effectivement leur capacité d'agir. On est très heureux quand ils deviennent bénévoles chez nous. On en est d'autant plus heureux que, d'abord, eux en sont très heureux parce que lorsqu'ils ont été aidés, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aider à leur tour et d'avoir cette réciprocité pour qu'on ne soit pas dans quelque chose où on donne et l'autre soit point. Non, qui est ce va-et-vient. Et à ce titre-là, nous avons expérimenté dans le Pas-de-Calais, je pense à Francine, cette personne qui a été aidée par le Secours catholique pendant de nombreuses années, déjà enfant, puisqu'elle a eu vraiment une enfance vraiment très très difficile et elle a vraiment vécu dans la pauvreté. Et en fait, elle a eu la chance de pouvoir travailler, elle a trouvé un travail, etc. Bon, ça remonte, elle a 75 ans, elle a l'âge de l'association. Et oui, donc c'est facile. Et donc Francine, en fait, a souhaité devenir bénévole. Donc elle est devenue bénévole au Secours catholique. Donc elle a été très heureuse, simple bénévole, responsable d'équipe. Nous l'avons appelée quand j'étais présidente, à la vice-présidence de la délégation du Pas-de-Calais. Et en fait, pour elle, ça a été extraordinaire. Et puis, elle a fini au conseil d'administration du Secours catholique. En fait, c'est pas facile pour les personnes en situation de pauvreté parce que culturellement, elles se rendent compte que c'est quand même difficile, qu'il leur manque des choses par rapport à d'autres sur l'expression, la communication, la culture. Il leur manque des choses. Et nous, au Secours catholique, ce qui est important, c'est de les accompagner. C'est justement ne pas les laisser seuls. Quand on accueille des personnes en pauvreté dans notre association, notamment dans la prise de responsabilité, c'est très important de les accompagner, d'être présent, de répondre à leurs questions, de les encourager, de les écouter. Et ça, j'y tiens beaucoup à l'écoute parce que l'écoute, c'est difficile. On pense avoir compris, mais on n'a pas compris.
Et ça, moi qui suis un peu dans le métier de l'écoute, on peut toujours s'améliorer et se former sur l'écoute, parce que on n'a jamais fini d'être à l'écoute des personnes et d'améliorer cette écoute. On est dans nos schémas bien souvent, et parfois on pense avoir compris, on n'a absolument pas compris ce que la personne en face de nous disait. Enfin, c'est notamment quand on n'est pas sur les mêmes cultures. Donc c'est très important de bien écouter pour bien entendre et de pouvoir répondre aux sollicitations et de les accompagner dans la prise de responsabilité. Et lorsqu'on a réussi à faire ça, mais les personnes, elles s'épanouissent. C'est comme dit Francine, si je reprends ces mots, elle dit: vous m'avez appris à grandir. Et qu'est-ce que j'ai grandi dans cette association? Et ça, quand on entend ça, on se dit mais on a vraiment atteint ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire associer toutes les personnes dans notre association pour la lutte contre les pauvretés et donner la chance à chacun, voilà, de participer à notre société. Donner une place à chacun, oui. Et le pouvoir d'agir. Voilà, exactement. Oui. Une question d'Antoine à présent, qui vous pose la question de l'évolution de la pauvreté durant votre carrière. Comment vous l'avez vu évoluer, la pauvreté? Alors, ça c'est un peu difficile parce qu'il y a plusieurs formes de pauvreté. Il y a la pauvreté matérielle, mais ce n'est pas la seule. En fait, je ne sais pas si je peux parler d'évolution, mais de découverte de différents champs de pauvreté. Le champ, bien sûr, la pauvreté matérielle avec le Secours catholique, la pauvreté matérielle aussi des exilés, puisque bien sûr je la connais un peu dans la mesure où nous avions établi un rapport à partir de la parole des exilés en 2014-2015 à Calais, où en fait il y avait une très grande pauvreté liée aux besoins fondamentaux, alors que les exilés en général, on avait repéré dans ce rapport que nous avions fait que plus de la moitié des exilés, par exemple à Calais, avaient des niveaux de cadre supérieur. Et donc, une pauvreté matérielle, mais pas du tout une pauvreté culturelle ni intellectuelle. Donc, après, il y a la pauvreté liée à la maladie, qui est aussi une forme de pauvreté différente, mais qui est profonde aussi, alors qui est parfois cachée. Donc, c'est une autre forme de pauvreté, la maladie, le handicap. Après, la pauvreté, aujourd'hui, la pauvreté des familles et des enfants. Moi, je trouve ça un peu révoltant aujourd'hui parce que les enfants, les jeunes qui ont été très impactés par la crise sanitaire, je trouve que c'est quand même l'avenir de notre société. Et ça, je trouve c'est très interrogeant sur la façon dont on empoigne ce problème-là. Et alors, les étudiants qui ont beaucoup souffert, je pense aux familles monoparentales et aux enfants donc, de ces familles monoparentales qui souffrent énormément de la pauvreté. Ça représente, alors, c'est 25%, alors c'est un enfant sur 5 en France. Et là, je voyais sur Marseille, il disait c'est quasiment 30% des enfants impactés par la pauvreté. Donc, je trouve que moi, ça m'interroge beaucoup. Et comment on peut essayer d'enrayer ça, parce que les enfants n'ont rien demandé, quoi. Enfin, je trouve que c'est... Et Francine le dit d'ailleurs, Francine, cette dame-là du Pas-de-Calais, le disait vraiment, elle dit, si on veut éradiquer la pauvreté, commençons par les jeunes et les enfants. C'est vraiment l'avenir. Elle dit, malheureusement, les parents... si on peut l'aider, qu'on le fasse, mais prioritairement que ce soit les enfants, parce que c'est vraiment notre avenir, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est Antoine, c'est ça? Mais tout à fait. Oui, mais je dirais que la pauvreté est vraiment multiforme, quoi. Et donc c'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Enfin, moi, dans mon parcours, j'ai découvert un tas de formes de pauvreté, dont celle que je viens de parler. Après, les détenus, les prisons, c'est pareil, c'est une autre forme de pauvreté. Oui, il y a vraiment... c'est large, malheureusement. Tout à fait. On va rester sur la note positive d'espoir des jeunes et des enfants qu'on va aider. Oui, tout à fait. Prioritairement. Et on va se quitter sur je pense, cette note positive avec des commentaires qui continuent à affluer, avec des bravos pour votre action, tous nos encouragements pour cette lourde tâche. Une petite question
Du coup, je pense qu'on a plutôt répondu à la question d'Yves qui nous posait la question de l'action du Secours catholique auprès des étudiants. Oui. Et du coup, effectivement, le Secours catholique... Oui, alors on a répondu par rapport à l'alimentaire un peu, on a répondu, enfin je sais dans le Nord, sur la problématique du logement, en essayant de payer quelques loyers en lien avec le Crous. En fait, ça dépend aussi de l'engagement des délégations, hein, donc sur les territoires, en fonction des sollicitations aussi, mais oui, on aura une vigilance vraiment particulière auprès des jeunes, ça c'est sûr. Qui ont été particulièrement touchés effectivement par la crise. Mais oui. Alors effectivement financièrement, mais aussi psychologiquement. Hein. Et ça, faut pas l'oublier. La santé mentale et physique, c'est très important. Et les étudiants qui étaient déjà fragilisés par la pauvreté matérielle, qui n'ont pas pu assumer leur petit boulot annexe pour payer leurs études, se sont vraiment retrouvés impactés et isolés. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les jeunes, en fait, n'ont pas fait leur vie. Enfin, ils ne sont pas en famille. Parfois, ils sont très loin de leur famille et donc se sont retrouvés isolés. Et pour certains, ça a été vraiment... ça a impacté leur vie psychique, quoi. Et ils n'ont pas forcément les moyens de se soigner aussi psychologiquement, même s'il y a eu quelques séances de psy qui ont été proposées par les pouvoirs publics, quoi. Donc, on est tout à fait conscient de cette fragilité-là, oui. C'est vrai que je crois que les dernières études montrent que malheureusement les jeunes et les étudiants, mais les jeunes en général, ont une vision plutôt pessimiste des années à venir. Donc il va falloir travailler à faire changer ça. Oui, alors tendre la main. Ah oui, c'est sûr. Oui, voilà. Tout à fait. Merci toujours. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux donateurs parce qu'on a besoin de vous, c'est vrai, pour engager toutes les actions auprès des personnes en situation de fragilité ou de pauvreté. Donc un grand merci et puis je reste à votre écoute. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir.